Nous sommes le jeudi 14 avril 2011 au Sentier, à l'atelier de Philippe Dufour, horloger. Merci, Monsieur Dufour, de nous recevoir chez vous. C'est avec plaisir. Bienvenue chez moi, c'est pas au Sentier, c'est en Soya ici. Ah oui, alors voilà, en fait, c'est la banlieue du Sentier, si je comprends Ouais, bien, c'est hein, le Soya. un petit hameau à côté du Sentier. Voilà. Ah d'accord, oui, ça Ah, c'est, c'est important. Et combien de personnes au Soya? je sais pas, 150, 180, je Ah crois. quand même. Ouais, Ah oui, ouais, c'est une grande banlieue quand même par rapport au Sentier. ouais. Et on est à quelle distance du Sentier proprement Un, parlé? un kilomètre. Un Ouais, kilomètre. Au Soya donc, bien noté. ouais, Euh, Philippe Dufour, vous êtes né en 1948, voilà. vous êtes combier. Ouais. Euh, Parlons peut-être un peu de votre famille et de votre environnement. L'horlogerie, est-ce que c'était un univers qui vous a vu grandir Ouais, pas directement, mais mes parents ont travaillé, disons, dans des métiers liés à l'horlogerie. Mon père a travaillé pratiquement toute sa vie dans une usine de composants d'horlogerie, ce qu'on appelle les assortiments, donc ce qui est encre, roue d'échappement, balancier, ces choses-là. qu'il fabriquait? Oui, voilà. Et à la maison, il y avait quand même un petit peu d'éléments d'horlogerie, dans le sens que ma mère, pour faire bouillir la marmite les fins de mois, elle faisait du travail à domicile. Donc c'était aussi des éléments constitutifs de la montre, des petites séries de pièces qu'elle terminait à la maison. Alors justement, ce genre de travaux à la maison, il consistait en quoi? Alors ça, en l'occurrence, c'était des encres, l'encre de l'échappement, donc, Mhm. hein. Ces encres, elle les mettait sur une grosse pierre, une sorte de pierre, hein, pierre naturelle qui est aplanie, et puis elle faisait des petits groupes de 5 encres, elle les groupait, puis ensuite, elle prenait du pétrole, et puis une sorte d'abrasif, et puis elle en prenait sur 2 doigts, comme ça, 10 à la fois, et puis elle les matait pour les rendre mat, après elle les mettait dans du pétrole, ainsi de suite. Donc c'était un travail astreignant, parce qu'il fallait les grouper d'abord, ensuite les mater, et puis c'était payer des peanuts, quoi. Mais elle ne travaillait pas à la forme elle-même. Quand elle recevait l'encre, l'encre était déjà Tout à taillée. fait, ouais, 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 ouais. Mhm. Alors, c'était des opérations de finition ou de contrôle, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'était pas vraiment de l'horlogerie, c'était des éléments d'horlogerie, mais du côté de ma mère, mon grand-père, ma mère, lui était horloger. Et j'ai eu de la chance d'hériter sa layette, donc le meuble avec les outils, et puis sur certains de ses outils, quoi. C'était un horloger indépendant, votre Non, grand-père? pas du tout, non, non, non. Il a travaillé toute sa vie en entreprise. Chez qui il Elle a travaillait? travaillé chez Gilles-Coultre, enfin, c'était pas, on disait pas Gilles-Coultre, c'est Lalcoultre. Mhm. Et puis aussi, il a travaillé au Rocher, au Brassus, chez un C.H. Mellon, dénommé, il avait un surnom, c'était Napoléon. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais il a fait ça dans Et toute qu'est-ce qu'il sa vie. faisait comme horloger, votre grand-père? Alors, remontage de mouvements, des mouvements plats, des choses comme ça. Donc, voilà, assemblage. Et comme enfant, est-ce que ça vous intéressait ce domaine? Vous voyez votre mère faire ça, votre père, est-ce que... Pas, pas énormément, non. Non. Non, non. Ça m'ennuyait même de rentrer de l'école et puis de voir ma mère en train de travailler comme ça. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de nous pour les devoirs. C'est comme ça. Mhm. C'est un truc qui m'est resté. C'est un peu. Vous étiez deux frères? Ouais, on est 4 enfants. Ouais. Quatre enfants. Ouais. Deux frères, deux sœurs? Euh, non, trois garçons et une fille. Trois garçons et une Ouais. fille. Et vous situez où dans la famille? L'avant-dernier. Ouais. Alors, justement, ces obligations, en fait, bon, économiques, en fait, hein, qui poussaient Mhm. les gens et à la campagne en particulier à travailler, est-ce que c'était une tradition déjà ancienne ici, dans la région? Est-ce que le travail à domicile, ça faisait combien de temps, en fait, que ce genre de travaux... Oh, le travail à domicile, hein, je pense, a existé pratiquement depuis pratiquement le début du siècle. Ouais. Mhm, Hein. Donc, des entreprises qui donnent du travail à domicile. mhm. Tandis qu'auparavant, il y avait du travail à domicile, mais c'était pas des entreprises, C'était les c'était paysans horlogers, ce qu'on appelait. exactement, Mhm. qui avaient pratiquement dans chaque ferme, il y avait sous le toit, il y avait un atelier où spécialement pendant l'hiver, on fabriquait enfin, des mouvements de montre ou des éléments constitutifs de mouvement. Est-ce que les paysans horlogers, il y en avait encore dans la région ici quand vous étiez enfant? Ouais, il y en avait un ou deux.
qui avait deux, trois vaches, mais, mais ils travaillaient plus chez eux. Ils étaient horlogers ou mécaniciens dans une entreprise, et puis ils rentraient à 4 heures pour traire deux, trois vaches. Donc mais ils avaient plus l'atelier. J'ai pas connu d'horloger qui avait leur atelier encore dans la ferme, quoi. Ouais. L'usine avait déjà pris le dessus. Et vous, comme enfant, quel était votre intérêt principal? Qu'est-ce qui Alors, vous plaisait le plus comme gosse? alors moi, j'ai un peu rêveur, je pense. Mais comment expliquer, le métier d'horloger, je l'ai pas choisi. Je suis tombé dedans là quand j'avais 15 ans, et puis si bien que ça s'explique comme ça. Euh, Parents modestes, on m'a fait comprendre à un certain moment que je n'étais pas fait pour l'université, et à 15, j'ai pu sortir de l'école à l'âge de 15 ans, hein, l'école obligatoire. Et puis ça tombait en même temps que mon frère, qui a un an de plus. Et puis mon frère a pu choisir un métier, et puis il a choisi d'apprendre typographe, donc d'aller sur Lausanne, ça voulait dire les transports à une chambre. Donc pour mes parents, c'était juste, ils arrivaient juste. Mais pour moi, on m'a dit, mais ton frère va à l'extérieur, toi, il faut choisir dans la vallée. Donc il y a déjà beaucoup plus de limites. Vous aviez 15 ans, donc. J'avais 15 ans, donc il y avait, bon, bûcheron, j'étais un peu flou à l'époque, c'était pas tellement mon truc, bûcheron, paysan, ouais, pas de ferme, ça allait pas. Bref, et puis tout d'un coup, je bricolais à l'époque avec une vieille motole, puis je dis, je vais apprendre la mécanique. Et puis je suis allé à l'école d'horlogerie pour faire passer les examens d'entrée. Et puis on me dit, ouais, le résultat, on me dit, c'est pas mal. Le travail de la tête et des mains, c'est bien coordonné, mais alors les mathématiques, c'est pas super. Ça, je savais, malheureusement. Et puis on me dit, ben, horloger. On vous engage quoi? Vous pouvez aller en horlogerie. C'est un peu comme une voie de garage. Donc Ah oui. j'ai pas choisi. Et c'est étonnant quand vous dites ça, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est une industrie royale. Aujourd'hui, l'horlogerie, j'entends, c'est quand même une industrie de Ouais, prestige. Alors, à cette époque-là, on se replace, hein, vous êtes de 48, donc ouais. on est quoi, 63 par là. Voilà, voilà. Et à cette époque-là, l'horlogerie n'était pas considérée comme... Non, non, j'ai toujours un peu ressenti en tout cas dans le cadre de l'apprentissage à l'école, l'horloger était toujours un peu le parent pauvre. On avait un peu des vieux outils, des vieux trucs. Alors que la mécanique, ils avaient tout ce qui était moderne, rutilant, des nouvelles machines, nouvelles technologies, ils avaient en primeur. Et puis l'horloger a toujours été un petit peu le parent pauvre. Et quand on vous a proposé ça, vous vous êtes dit quoi? Ben, je dis, j'y vais. Et puis, alors, curieusement, dès le début, ça m'a plu les premières semaines quand on vous donne de la matière, soit de l'acier, du laiton, ou percez, vous limez, vous faites vos outils les premiers mois. Ces choses-là, pour moi, c'était une révélation, j'entends. Disons, de créer quelque chose à partir de la matière, voilà. Et puis après, ben, petit à petit, on commence à fabriquer sa montre-école, hein, où on fait tous les éléments, on commence à tailler des rouages, puis tout d'un coup, vous mettez en place deux rouages qui commencent à engrener comme ça, puis c'est magique, quoi. Hein, Mhm. les premiers mouvements, que ça, rotation et tout ça, si bien que ben, depuis, j'en suis pas sorti, quoi. Alors je reviens peut-être un petit peu en arrière, à votre enfance, pour essayer de voir avec vous vos goûts et vos rêves. Quand vous étiez enfant, alors vous ne pensiez pas devenir horloger, mais Non, qu'est-ce que vous avez envisagé de faire comme métier, par exemple? Vous vous rappelez, quand vous aviez, je sais pas, une dizaine d'années, c'était quoi pour vous non, le métier de rêve? j'avais pas de... Peut-être paysan. Ouais, paysan parce que tous mes, pour vous dire, je suis jamais allé en vacances en famille. On n'a jamais fait de vacances en famille. Mes parents sont jamais allés en vacances. Mais toutes nos vacances, on les passait chez les agriculteurs. Parce que ça nous faisait un petit peu d'argent pour s'acheter une paire de skis l'automne ou des choses comme ça. Donc, À l'époque, parce qu'il y avait déjà les vacances payées, bien entendu, mais ouais, ouais. votre père, il faisait quoi comme... Ben, pas les vacances, il faisait quoi? on allait faire du bois. Ah oui? Ouais, on se chauffait au bois à l'époque. Donc, Mhm. on faisait une trentaine de stères par année. Donc, nos week-ends, on les passait, les vacances, on les passait dans la forêt du Réseau. À l'époque, excusez-moi du terme, on charognait. Mhm. Puis avec le recul, je me dis, mais c'est extraordinaire. Parce que tout ce qu'on a appris, Mhm. c'était Et grandiose. c'était quoi, vous, vos moments de bonheur? Comme enfant, qu'est-ce qui vous faisait le plus plaisir? Est-ce que c'était l'école? Vous aimiez l'école? Pas trop, non. Non? Alors, Oui, certaines choses à l'école, j'aimais bien les langues, mhm. ça j'ai toujours aimé.
géographie, ces choses-là, j'aimais bien. Et puis alors, au dehors de l'école, pendant les vacances ou les week-ends, c'était quoi qui vous faisait Ben, vibrer le plus? bricoler après des choses, démonter des trucs. J'étais très curieux. C'est-à-dire, on recevait à l'époque ces voitures mécaniques. Chuco, je sais pas si vous avez connu ces voitures avec une grosse clé qu'on remonte, qu'on mettait sous la table, puis elles sortaient jamais de la table, ces trucs-là. On recevait ça à Noël, 3 jours après, elle était démontée, parce qu'il fallait que je voie ce qu'il y avait dans le ventre. Mhm. Puis souvent on n'arrivait pas à les remonter, parce qu'il y a de ces grands ressorts qui vous sautent à la figure. Mhm. Donc, curiosité, hein. Et quand je disais que je bricolais après une moto, c'était ça aussi, c'était de comprendre, démonter une partie du moteur pour voir comment ça fonctionnait. Et cette école horlogère, vous l'avez faite où? Ici au Sentier, Au Sentier? ouais, à Veille de Jour, ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous disiez, on apprenait à fabriquer les outils. Ouais. Comment en particulier ça se passait? Les outils que vous appreniez, on vous apprenait à faire vos propres outils? Voilà, ouais, ouais. Comment Des, par out- exemple? des outils, des outils pour tenir euh, comment s'expliquer ça, pour tenir des vis, pour des outils pour, par exemple, ici, cet outil-là, c'est un outil euh, qu'on faisait à l'école, ça s'appelle un 8 chiffres. C'est un outil qu'on va employer pour contrôler les spiraux, les balanciers, ces choses-là. On a fait cet outil-là, par exemple, qui est un outil, un micromètre. Voilà. Ce qui maintenant se fait de moins en moins. Mhm. Et c'est des outils, c'est curieux, mais je crois que tous les jours les emploie. Et je pourrais pas, sur un catalogue, je peux pas trouver ça. Mhm. Et il y a des outils typiques à l'école de la vallée. C'est assez curieux, ça. Donc avant d'apprendre à faire une montre, vous appreniez à faire un outil Voilà. qui va servir à faire la montre. Voilà, exactement. Mhm. Ouais, ouais. Et alors, au niveau de la théorie, est-ce que aujourd'hui il existe des livres assez bien faits d'ailleurs, Mhm. avec beaucoup de croquis, etc. Il y avait déjà tout ça quand vous Oui, étiez oui, élève? oui, on avait les cours théoriques, on avait les cours de dessin technique, où on devait réaliser les plans d'un élément de montre, les dimensions, les tolérances et tout ça. Et puis, on avait des cours sur les matériaux, des cours sur le réglage, des cours sur... Non, il y avait... À ce niveau-là, seulement était bien fait. Est-ce que quand vous avez commencé à savoir ce qu'est une montre à l'école, est-ce que ça vous a donné la possibilité d'en parler avec, par exemple, votre grand-père ou avec... est-ce que vous avez... Avec mon grand-père, ouais. Ouais. Ouais, avec mon grand-père. Il était fier parce que je suis le seul de ses petits-fils qui est devenu horloger. Mhm. Hein, il en a, je sais plus combien de petits-fils, un peu quelques-uns, mais je suis le seul. Donc, avec lui, ça se passait bien. Mhm. Ouais, ouais. Je me rappelle une fois, j'allais des fois le mercredi manger chez lui, il habite au Brassieux. Et ça m'est arrivé de prendre le travail que j'étais en train de faire sur ma montre école. J'emballais ça dans ma poche, de mon mouchoir, et puis je pouvais lui montrer. Puis lui, ça lui rappelait son époque de l'école, parce il a fait aussi la même école, mais en 1900, je sais plus, 7 ou 8, quoi. Ouais, Les profs qui enseignaient dans cette école, c'était eux-mêmes des horlogers professionnels ouais, tout à fait, ouais, et ouais. qui faisaient de l'horlogerie active en dehors de l'enseignement? Non, ils étaient à 100% à l'école, mais ils avaient une expérience professionnelle en entreprise, c'est sûr. Ouais. Mhm. Est-ce qu'on étudiait à cette époque-là aussi toute l'histoire de Oui, l'horlogerie? oui, bien sûr. Ouais, Ça vous intéressait, ouais, ce patrimoine ouais, ouais. historique Ouais, puis de la région? plus j'allais en avant, plus je suis devenu curieux par rapport à ça. Parce que, ouais, la Vallée des Jours, depuis 1750 à peu près, on a une histoire horlogère, quoi. Et l'école elle-même, ça a été 4 ans? 4 ans, ouais. Ouais. Et alors, au sortir de l'école, comme jeune horloger, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je suis sorti à 19 ans, j'ai demandé comment est-ce qu'on appelle, d'être avancé pour faire mon école de recrue. Je voulais que toutes ces écoles soient finies d'un coup. Eh bien, j'ai fait mon école de recrue, et puis après, j'ai été engagé à l'Alcoultre, enfin, chez Gégé Alcoultre. Et puis, à l'époque, on était courtisé d'un peu partout, hein. Ils cherchaient des horlogers, si bien on avait la chance de pouvoir choisir où on allait travailler. Et j'ai choisi Gégé Alcoultre parce qu'il y avait une possibilité d'aller à l'étranger. Ça, c'était quelque chose que j'y tenais, quoi. Je voulais ça de mon contrat d'embauche. Alors, c'était prévu d'aller à Paris en 68. Ah oui, Ils ont posé mon en voyer. mai de surcroît, non? Ouais, non, c'est pas vrai. Et puis, si bien qu'ils avaient transposé ça sur un séjour d'une année en Allemagne, ce qui était aussi intéressant.
Et Mais vous faisiez quoi alors alors, ici à l'alcool, j'étais engagé, fort heureusement, pendant l'atelier de production, mais dans un laboratoire d'essai, où je suis tombé avec un horloger, on était que les deux dans l'atelier, et puis le courant a bien passé tout de suite ensemble, et il m'a beaucoup appris. Et si on veut, on analysait les nouveaux calibres, on faisait des essais de huilage, on démontait, on faisait des contrôles par photographie, enfin, un tas de trucs vraiment super intéressants, quoi. Un travail de laboratoire plutôt. Voilà, c'était ça mes débuts à l'usine Le Coultre. Et donc vous êtes allé en Allemagne. Voilà. Et alors après, vous étiez à Francfort à cette époque-là? Ouais, à Francfort en Allemagne, ça m'a permis de voir le comportement du produit sur le marché. Parce que quand on est à l'usine, on est un peu des œillères, on se rend pas compte qu'au bout de la chaîne, il y a quand même quelqu'un qui va porter la montre. Et c'est toujours intéressant de pouvoir faire des rapports à l'entreprise pour dire, mais sur tel modèle, on a toujours le même problème. Voilà, Est-ce que vous étiez en contact avec la clientèle déjà? oui, 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 oui. Ouais, Alors, des produits suisses établis en Allemagne, voilà. mais c'était des montres qui sortaient Ah, sous ah, Swiss Made. non, ça c'était au niveau service après-vente Ah, en d'accord. Allemagne. C'était pas de la fabrication, c'était du service après-vente. Ouais. Deux montres suisses en Ouais, Allemagne. ouais, ouais. Ah, d'accord. Pas seulement Mhm, de Gégère le Coultre. mhm. Ouais. Puis alors, toujours l'envie de partir. Après, vous êtes parti un peu plus loin. Hein, Voilà, il y a eu après les tout. Caraïbes, mais comment ça se fait qu'un Non, mais horloger? avant les Caraïbes, il y a eu autre chose. Il y a eu toujours avec Gégère le Coultre, il y a eu l'époque anglaise, c'est-à-dire je suis allé 2 ans en Angleterre pour Ah, réorganiser leur service après-vente sur le marché anglais. Ça, c'était une expérience aussi intéressante, de nouveau rapport avec la clientèle, où j'ai pu pratiquer l'anglais et puis ouais, enrichir mon anglais. Ça, c'était ce qui me sert beaucoup aujourd'hui. Et puis ensuite, alors effectivement, il y a plus de possibilités avec Gégère Le Coultre. Et puis, dans le journal régional, je vois une fois, ils cherchent un horloger pour les Caraïbes. Et j'ai soumissionné, puis ils m'ont retenu. Et j'ai passé 2 ans dans les Caraïbes, sur l'île Vierge américaine Sainte-Croix, où on assemblait des mouvements suisses. Une découverte, quoi, pour moi. étonnant, une petite île quoi, d'une quarantaine de kilomètres Ouais, à peu ouais, près, ouais. et sur territoire américain. Voilà, exactement. Euh, Et là, Il y avait à peu comment se près fait-il que l'horlogerie se soit établie à cet endroit-là? Alors, il y avait à peu près 14 usines d'horlogerie. Tout le monde était là-bas, les Français, les Allemands, les Japonais. Tout le monde avait une usine d'horlogerie. Pourquoi? Parce que l'île Sainte-Croix est un port franc. On peut importer les éléments constitutifs de la montre sans taxe, moyennant on les remonte sur place. Hein. Et ensuite, c'était acheminé sur le marché de New York. Voilà, ça m'a ouvert un peu les yeux parce que quand on est né à la vallée, quand on fait apprend son métier à la vallée, on inculque certaines choses. Et il n'y a que nous, quoi. Il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça. Et puis quand vous allez à l'extérieur, à l'étranger, vous vous rendez compte que c'est pas forcément vrai. J'entends qu'il n'y a pas besoin d'être né sous un sapin, puis d'avoir 3 générations d'horlogers devant soi pour être horloger. Hein. Et Mhm. quand je voyais la qualité du travail fait par tout le personnel féminin là, dans l'usine où j'étais, il y avait à peu près 120 personnes, on sortait 3000 mouvements par semaine dans les critères de qualité suisses. C'est assez intéressant, quoi. Et vous faisiez quoi? Alors moi je supervisais, j'avais un atelier de 40 personnes, on faisait justement le réglage, le pose cadran, aiguille, ces choses-là. Et le style de vie vous convenait, vous plaisait dans cette île? Oui, c'était intéressant. Ciel bleu tous les jours, on peut se baigner tous les jours, mais on s'en lasse. Et puis on se sent l'étroit sur une île. Hein. Et ça m'arrivait de rêver De la un vallée de peu. Joux? Ah ouais, Ah oui? je rêvais d'un taux d'automne du mois de novembre, Ah, ah. quand vous avez les brouillards qui traînent le long des forêts comme ça. Je rêvais d'un temps comme ça, Mhm. avec une fondue à la clé, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et alors, c'est ce qui vous a décidé finalement de revenir au pays? Tout à fait, voilà, voilà, ouais. Et lorsque vous revenez au pays, donc on est dans quelles années lorsque vous revenez 74, 75, 74? ouais. Mais là, vous avez fait encore un grand voyage, non, avant de revenir en Suisse? Ouais, j'ai profité donc j'étais marié, on a profité de faire
un tour aux États-Unis. On a fait un voyage pendant 6 mois, concentré sur les parcs nationaux principaux, les villes importantes. Et ça, surtout, c'est quelque chose d'assez intéressant à faire. Mais vous revenez sans projet fixe, en fait, hein. Voilà, L'aventure va repartir, mais ici en Suisse. voilà, exactement. Pas de chômage, rien du tout. Je peux pas toucher le chômage. Bref, j'ai cherché du travail. J'ai fait 2 expériences en entreprise, chez Jonta et chez Audemars Piguet. Et j'avais de la peine à m'intégrer dans une entreprise. Ensuite, j'ai ouvert un petit atelier pour une personne qui possédait une marque, la marque Comore de chez Haute-Fond. Il voulait avoir son atelier aussi à la Vallée. Puis au bout d'une année, il trouvait que c'était trop cher d'avoir un atelier. Si bien que sur un coup de tête, je lui ai dit, on va pas discuter, je vous reprends l'atelier. Alors je lui ai racheté les machines. Il y avait 2, 3 machines qu'on avait achetées, le prix qu'il les avait payé, il n'a rien perdu. Et puis moi, d'un jour à l'autre, je me suis retrouvé indépendant. Un atelier, et puis Et ça en quelle année? ça, 78. Et puis, mais pas de travail. Alors j'ai Oui, parce que juste, j'ouvre une petite Oui, parenthèse, 78, c'est un peu la suite de ces années. On se souvient de la crise pétrolière de 1973. ouais, ouais. L'horlogerie avait bu la tasse et puis on n'avait pas encore, il n'y a pas encore la Swatch, il n'y a pas encore la Renaissance Non, c'était un avec Hayek. Donc, plein, est-ce que pour vous, c'était encore un métier qui vous tentait ou est-ce que vous avez songé à faire autre chose à ce moment-là? non, j'ai toujours cru, parce que si on veut bien la vallée de Gio dans cette crise, ce qu'on appelait la crise du quartz, hein, on a perdu 60 000 emplois, la vallée de Gio a été un peu épargnée quand même au niveau poste de travail. C'est clair qu'il y a une diminution, mais j'entends, je crois qu'il n'y a aucune usine qui a arrêté de faire des montres. Oui, Parce que, parce que voilà, vous citez le quartz, qui est effectivement ouais, on est parti de la montre mécanique, automatique ou manuelle vers cette génération du quartz. ouais, Et les Suisses n'ont pas été des précurseurs dans le domaine du quartz. non, on a peut-être fait les découvertes en premier, mais on ne les a pas exploitées peut-être assez rapidement. Les Japonais étaient plus rapides que nous. Et puis, à un certain moment, ben, il y a eu cette inondation de montres à quartz sur le marché et qui a fait que la montre mécanique en a souffert. Mais la vallée de Joux a toujours été un peu spécialisée dans ce qu'on appelle le haut de gamme. Il était relativement moins touché. Et les usines, parce qu'ils avaient très peu comment dire, ils ne se sont jamais beaucoup mis au quartz. Hein, ils avaient un petit pourcentage de leur production de montres à quartz, mais la majeure partie était toujours en traditionnel. Et, Est-ce que le phénomène Swatch, phénomène Hayek a servi indirectement cette région, vous pensez, ou pas spécialement? ouais, bien sûr, disons, le phénomène Swatch, Hayek a servi à tout le monde. C'est un grand bonhomme. J'entends malheureusement décédé, mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. C'est la seule personne, enfin une des seules personnes qui a cru en l'horlogerie en période de difficulté. Plus personne n'y croyait, ni les politiciens, ni les banques. Et lui, avec des fonds privés, il a réussi à réorganiser un petit peu, à regrouper ce qu'on appelait la SUAG et ci et ça. Et c'est fabuleux. Il y en a qui trouvent à redire qu'ils possèdent tout, mais c'est normal, plus personne ne voulait. Donc, non, chapeau. Hein. Et il a sauvé beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises, et puis des entreprises anciennes avec du savoir et tout ça. Tout ça, c'est resté grâce à M. Hayek. Donc en 1978, c'est vos débuts. C'est là que vous commencez à voler de vos propres ailes en tant Voilà, qu'horloger. voilà. Mais alors, comment est-ce qu'on organise une clientèle? Parce que votre ami, là, lui, il n'avait pas commencé, en fait. Il n'a jamais travaillé, lui, dans cet atelier ou pas, que vous avez repris. Non, 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 non. Non, je me suis trouvé seul, j'étais seul dans l'atelier, et puis j'ai prospecté. On m'a dit, va voir à Genève, il y a des gens qui font des ventes aux enchères. Je suis pointé là-bas, j'ai expliqué qui j'étais, puis je suis remonté, j'avais une mallette avec 40 montres de poche à restaurer. Ça, c'était mon début. Alors, je restaurais ces montres pour les ventes aux enchères. C'était souvent assez pénible parce que les délais étaient relativement courts. Donc, il fallait bosser nuit et jour, les week-ends et tout. C'était quel type de pièces? Alors, c'était tous des montres qu'on trouve dans les ventes aux enchères. Donc, c'est des montres qui ont au moins une complication. Donc, c'était toujours des montres de poche. Donc, c'était des continues perpétuelles, des répétitions minutes, des chronographes, des tourbillons, voilà, des choses comme ça. Et ça a été pour moi ouais, une découverte, dans le sens que, ou une redécouverte. C'est d'avoir toutes ces pièces-là à disposition. Euh,
Et puis, ça m'a beaucoup appris. On apprend beaucoup parce que vous pouvez démonter 50 répétitions minutes de cette époque-là. Elles ont toutes des petites différences. Les fabricants ont adapté certaines choses, ce qui vous aide à les reconnaître par la suite. On se dit, tiens, cette forme de pont ici, ça c'est typiquement le Coultre, ou c'est Piguet, ou c'est Aubert. Voilà, on arrive à... Et puis ça, c'est un petit peu le stimulant, parce que sur 10 montres que j'avais restaurées, des montres compliquées d'époque 1800, 1820, 1920, c'est l'époque de prédilection où j'estime qu'on a fait les plus belles pièces techniques. Puis quand vous les restaurez, vous pouvez espérer un résultat. Sur 10 montres de cette époque-là que j'avais restaurées, 7 avaient été faits à la Vallée du Jour, sous forme de la base du mouvement. Donc ça s'appelle le blanc, avait été fait à la Vallée du Jour. Hein? Et c'est ça qui m'a stimulé, parce que je me suis dit, mais j'étais toujours admiratif dans la façon dont les choses ont été faites, puis je me dis, mais eux, ils l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Ils avaient pas d'ordinateur, ils avaient rien, pas de machine à calculer, rien, et ils ont fait des montres extraordinaires, des merveilles. Et ça m'a stimulé, je me suis dit, ben, eux, ils l'ont fait, pourquoi pas le refaire? Mais par contre, comment avez-vous réussi à comprendre les mécanismes classiques des montres, par exemple, du 19e siècle? Parce qu'à l'école d'horlogerie, vous avez appris à faire des montres, je dirais, contemporaines, non? Ou Ouais, bien est-ce que mais il n'y ça a pas grand... suffisait pour comprendre Oui, l'horlogerie ancienne? oui, parce que j'entends les montres qu'on faisait à l'école, les principes sont anciens. Même l'horlogerie moderne, vous prenez, on parle de répétition minute moderne, voire de tourbillon moderne, c'est des principes qui ont été reconnus ou inventés il y a 200, 250 ans. Mhm, Donc voilà, c'est peut-être la différence, elle est des fois sous le style des éléments, mhm. des modes et tout ça. Mais les principes de base, les rouages, les engrenages, tout ça c'est toujours le même principe. Donc assez facile à comprendre. Donc l'envie vous vient tout à coup de faire vous-même, Voilà. euh, déjà dans l'esprit de faire une montre classique, déjà dans l'esprit de faire un peu une montre qui renoue avec la tradition horlogère Ouais, tout à fait. ou Alors, innovante. Qu'est-ce qui vous tentait non, le plus? est-ce que je répète souvent dans les produits que j'ai faits par la suite, je n'ai rien inventé. Je n'ai déposé aucun brevet. Tout ce que j'ai fait dans mes produits, je me suis inspiré de ce qui s'est fait avant moi. Et puis c'est aussi un peu ma façon, le style de mes montres, la facture de mes montres, tout ça, c'est un peu une façon de rendre hommage à ceux qui m'ont précédé. Voilà, en gros c'est ça. Mhm. Ouais. Alors, vous vous souvenez un peu comment vous avez démarré pour la première montre, je dirais réellement Philippe Dufour, Ouais, alors ça c'était c'était. laquelle? Alors d'abord, j'ai fait la première montre qui est là, ici, cette montre-là, que j'ai fait donc dans les années 80, à côté de mon travail de restauration, les nuits, les week-ends, les vacances, voilà, j'ai passé beaucoup de temps. Et puis, à l'époque, j'ai pas pu aller plus loin. C'est-à-dire, j'ai pas pu finir là. Le mouvement est fonctionnel, il n'est pas décoré. Et puis, bon, j'ai fait une boîte en laiton parce que j'avais pas les moyens d'investir dans une boîte en or. Hein. Donc, voilà. Puis avec ça, je suis parti prospecter. Oh, hein, c'est-à-dire avoir des collectionneurs, des magasins spécialisés. Puis partout, on me disait, c'est bien continuer, mais personne ne peut recommander quoi que ce soit. Puis souvent, il y avait un frère qui me disait, mais il faut travailler avec une marque. Propose ça à une marque. Puis pour finir, je me suis dit, c'est peut-être la seule façon pour moi de faire des montres, c'est d'en faire pour les autres. Et j'ai proposé ça à Audemars Piguet, au Brassus, et ils m'ont commandé 5 montres. Ce qui représente 5 années de travail, pour une montre comme ça, il faut à peu près 2000 heures. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des montres pour les autres. Et puis en 89, je me suis dit, j'en avais un peu marre de comment passer une année, puis des fois on n'a pas toujours respecté mon travail, dans le sens qu'on n'a pas pris le soin nécessaire sur les montres. Et un jour j'ai dit, plus jamais pour les autres, maintenant si j'en fais c'est pour moi. Et de 89 à 92, j'ai développé cette même montre, mais en format bracelet. Et c'était la première fois en 92 que cette complication était faite en montre bracelet. C'est comme ça que j'ai Les démarré. particularités de cette première montre? Alors, c'est ce qu'on appelle une grande sonnerie. En réalité, c'est une répétition minute.
euh, qui fonctionne quand on presse sur le pendant. Elle va sonner les heures, les quarts et les minutes, d'accord? Et puis, ces deux leviers qui sont actionnés par l'extérieur de la boîte, par deux petits verrous, servent à sélectionner le mode de sonnerie. C'est-à-dire qu'on peut la programmer pour qu'elle sonne toute seule tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, elle va se déclencher. Et vous pouvez choisir si vous voulez qu'elle sonne le quart d'heure seulement, donc ding-dong, ou qu'elle vous répète l'heure et le quart d'heure. Voilà. Tout ça entièrement mécanique. Voilà, entièrement mécanique. Alors, la solution minute, vous dites, j'ai jamais rien inventé, mais enfin, il y a quand même là un certain nombre de solutions que vous avez trouvées vous-même pour Non, l'intégrer, non? non, les principes, je me suis inspiré de tout ce que j'ai vu. Et tout ce qui a été fait, ça c'est une inspiration d'un mouvement qui se faisait à la Vallée de Joux vers 1900. Alors, comment expliquer que Audemars Piguet, qui fabrique et fabriquait des montres déjà de haute complication, Hum? vous ait dit, ben, tiens, ça m'intéresse, j'en prends 5. Ben, parce qu'ils n'avaient pas ce produit-là dans leur gamme. Donc ce qu'on appelle la grande sonnerie, ils n'avaient pas. Ah, d'accord, ils n'avaient pas de grande sonnerie. Non, non. Et quand vous disiez tout à l'heure, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on ne respectait pas vraiment mon travail. Qu'est-ce qui se passait en l'occurrence qui vous gênait? Quels étaient Il y a des les... montres qui ont été cassées. Ah, d'accord. Ouais, quand vous Le monde... passez 2000 heures sur une montre, puis que vous la livrez, vous avez ôté jusqu'à la dernière petite raye, et puis qu'on n'en prend pas soin, ou qui revient d'une exposition qui est toute fracassée, c'est dur. Alors il y a eu un jour, j'ai dit non, plus jamais. Parce que ça vous est arrivé, ça. Ouais, ouais. Et à plusieurs reprises? 2 fois. Deux Il y fois. a 2 montres qui ont été fracassées. Ouais. 2 fois une année de travail. Ouais, voilà. Bon, Ah on oui. a pu rattraper la chose, mais quand vous devez retaper, comment dire, hein, reprendre le travail 2 fois, il n'y a rien de plus terrible. Alors, il y a l'indépendance, qui est évidemment un facteur de liberté aussi, bien sûr, mais par ailleurs, est-ce que l'idée de se dire, voilà, je ferai mon propre produit, ma propre signature, une signature Philippe Dufour, c'est quelque chose qui en soi était une motivation. Oui, oui. Et le fait d'en avoir fait pour les autres, je vous explique une chose. Quand j'ai fait ma première montre, ben, je l'ai là, c'est la toute première là. Pour Audemars Piguet, j'ai de la chance, elle est là aujourd'hui parce que je l'ai nettoyée, révisée. Elle est sortie en 86. Hein. Et cette montre, elle a appartenu au sultan du Brunei. Hein. Et, donc elle est revenue ça fait compter depuis 86 qu'elle est en vie. Ça m'a fait plaisir de la Elle va nettoyer. repartir au Brunei? Non, elle a changé de propriétaire. Le Brunei, dans le temps, il déstocke un petit peu. Et c'est un collectionneur de Singapour qui l'a. Donc elle va repartir à Singapour. Ce que je voulais dire, c'est cette montre-là, cette toute première, quand je l'ai terminée, j'ai terminé un petit peu avant le salon de Bâle et Audemars Piguet, bien sûr, l'a exposé. À l'époque, ils exposaient à Bâle. Et moi, je vais à Bâle, tout content de voir ma montre. Enfin, elle porte la marque d'Audemars Piguet, mais c'était la mienne, elle était en vitrine, tout ça. J'étais fier. J'ai passé devant le stand porte ouverte où il y a tous des gens de la vallée, des gens du Brassus. Quand ils m'ont vu, on m'a tourné le dos. Hein? Mais c'est Personne quoi m'a ça? dit rentre, viens boire un verre. Non, de peur que ça se sache. J'avais interdiction de dire c'est moi qui l'ai fait. Hein? Ah, c'était ça la raison. Mais bien sûr, mais c'est eux qui ont produit tout ça. Comprenez? La communication était faite comme ça. Après des années de recherche, nos ingénieurs ont réussi à faire ça. Mais on ne dit pas qui c'est qui l'a fait. Donc ça, c'est dur hein, pour son ego. Vous passez une C'est sûr. année. D'autant plus que là, vous avez carte blanche. Audemars Piguet vous donnez au fond Ah, liberté complète dans la construction. j'ai géré le produit tout. Ah oui. Tout. Je faisais le mouvement. J'ai dessiné la boîte. J'ai fait faire par un boîtier à chaud de fond, un fabricant de cadran, tout. Je livrais. Ils avaient qu'à mettre dans le coffret. C'est aussi une répétition minute, ça? Hein, c'est la même répétition minute grande sonnerie. C'est la même que celle que je vous ai montrée. En modèle plus grand, vous avez changé le... Non, c'est uniquement la boîte qui donne cette... Mais c'est le même mouvement à l'intérieur. Ah, le même mouvement. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est la première montre Voilà. accomplie et réalisée Voilà, exactement. et vendue par Audemars Piguet. Voilà.
Alors maintenant, justement, c'est intéressant de constater, on est en 2011, pour la réparation, elle revient chez vous, Ouais. quand même. Donc, Bon, le client de Singapour, il collectionnait du four et il l'a acheté celle-ci parce que c'est moi qui l'ai faite. ah oui, Ouais, voilà. ah d'accord. Ouais. Alors, ça m'intéressait de savoir un petit peu comment s'est passée cette, j'allais dire, cette émancipation après cette construction. Vous aviez un rapport en fait tout à fait contractuel avec Audemars Piguet, donc vous aviez liberté totale de travailler pour qui vous vouliez en Ah fait. oui, tout à fait. Ils m'ont commandé 5 montres, je leur ai livré 5 montres. Ils avaient voulu après que j'en refasse encore une série de 5 un petit peu différentes, et puis j'ai décliné, je crois que j'ai même jamais répondu. Donc après, j'étais parti de mon idée de refaire un essai et de plus partir sur une montre de poche, parce que c'est vrai que le marché de la montre de poche, il est quand même restreint à travers le monde, hein. Donc je me suis dit, ben, il faut faire une montre bracelet. Mhm. Hein? Ça, c'était l'idée On est suivante. en quelle année là, à peu près 80? 89, ça, c'était. 89, Ouais, je veux dire, ouais, pardon. Oui. ouais. Et puis, je me suis dit, mais faire une montre bracelet à l'époque, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Il y a déjà des passements de tourbillon, de compteur perpétuel, de chronographe, ça existait. Puis je me dis, mais tu fais un chronographe, ben, il faut un de plus, puis quoi. Donc, il fallait arriver à trouver quelque chose pour se démarquer. Puis c'était une folie. Je me suis dit, ben, on va prendre cette montre-là, et puis on va faire une montre bracelet. Alors, ça m'a pris 2 ans et demi pour construire. Puis j'ai dû apprendre l'ordinateur en même temps, parce que je ne suis pas une génération ordinateur. Donc j'ai appris la DAO tout seul, parce que je ne voulais pas que ça se sache. Hein, que j'ai fait des plantées monumentales, mais qui m'ont beaucoup appris, quoi, qui m'ont servi. Et puis, parce qu'il faut réaliser que pour la montre de poche, j'ai pas de plan. J'ai 2, 3 croquis, hein, des détails, des choses, mais j'ai pas de vue générale, de coupe, j'ai rien. Je travaille de façon empirique, comme ça se faisait à l'époque. Hein? Et tandis que, Mais qu'est-ce que vous dessinez en fait au départ quand même? Parce qu'il y a quand même il y a un dessin, hein, je veux dire, il y a ouais, ben, au départ, c'est la base, c'est la platine, quoi. Mhm. Hein? Et puis après, les éléments qu'on veut à l'intérieur de cette platine, ce qu'on veut. Mais dans ce cas-là, par exemple, si on prend justement, pour revenir à cette montre, pour bien comprendre en fait comment vous y êtes pris, justement pour dessiner les rouages ou les distances notamment, ou là où est là, également le calibre lui-même, Ouais, vous y êtes comment? Parce que c'était avant l'ordinateur ça pour vous, hein? ouais. Donc vous avez fait vos mesures, vous les avez faites comment? Alors, beaucoup sur des pièces existantes. Donc, je vous ai dit, mon inspiration, elle est faite d'après des montres qui se faisaient à peu près de cette époque à la Vallée du Jour. Donc vous évaluez les distances ou Voilà, les... voilà, en recopiant en prenant un élément existant, par exemple, vous le mettez sur un projecteur de profil, et puis après vous prenez des mensurations, des mesures, quoi. Ouais, Mhm. ouais, c'est un travail. Et les pièces, vous les avez fabriquées entièrement Voilà, vous-même? voilà, ouais, ouais. Puis alors après, pour la montre bracelet, du fait que je me suis dit, si on fait une montre bracelet, il faut que ça soit répétitif. Donc il faut des documents, donc des plans. C'est pour ça que j'ai recours à l'informatique. Répétitif dans le sens d'en faire plusieurs, ça que vous voulez dire. Voilà, Mhm. voilà. Et puis si bien que, eh ben, j'ai pu sortir les plans de chaque élément constitutif, ce qui m'a permis certains éléments de les faire ébaucher. Par exemple, un élément en acier, j'ai donné à une entreprise qui fait de l'électrosion à fil. Donc, ils sont coupés à la place de scie avec un boc-fil qu'on appelle. Eh bien, ils m'ont contourné le profil avec l'électrosion à fil. Parce que pour la première montre, des pièces basiques comme, je sais pas, par exemple, comme le spiral, Ouais. vous l'avez fait vous-même? Vous avez construit Alors, le spiral vous-même? alors, le spiral, ben, comment dire, on définit, enfin, il se calcule, Mhm. on sait qu'ils sont classés par Mhm. numéro. Et puis, une fois que vous avez défini le numéro, ça s'appelle le numéro CGS du spiral, après, il faut le chercher. Donc, des fois, on arrive à trouver sur des stocks, ou voire même Nimarox, ils sont capables de nous fournir. En l'occurrence, j'ai pu avoir les spiraux, on m'a fourni des spiraux bruts. Oui, donc vous n'avez pas cherché à en fabriquer Non, vous-même, non, 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 non. fabriquer le fil pour faire le... Non, 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 Euh, non. mais est-ce qu'il y a des horlogers qui poussent, je dirais, l'extrême au point de dire, voilà, je fabrique mon propre ressort de barillet, je Non, fabrique pas mon vrai, encre, etc. pas vraiment, pas Ça n'a vraiment. pas d'intérêt d'ailleurs. Et ça Non, s'est jamais fait, j'imagine non non, ça plus. s'est jamais fait. Il y a un petit peu une tendance maintenant, mais c'est par nécessité. Il y a des entreprises, du fait qu'ils sont complètement
comment dire, dépendant du groupe Swatch, donc à travers Nivarock qui fait les spiraux ou les échappements, ils essayent de sortir de cette situation en développant eux-mêmes. Il y a certaines entreprises qui arrivent maintenant à faire leurs spiraux. Ça vous aurait tenté, vous, de faire, je dirais, de A à Z, en prenant Oui, vraiment la mais matière brute ouais, de ouais. A à Z? Ah, mais bien sûr, mais je dois vivre de mon travail. Oui, Et, c'est ça. et c'est pas possible. Il y a un tas de choses que j'aimerais faire au niveau recherche, mais je peux pas. Mhm. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que ben, le temps, il faut vivre, quoi. Hein. Mhm. Voilà, c'est ça la difficulté. Alors, quand vous avez choisi, vous parlez d'une complication, hein, Ouais. une complication minute, est-ce que il y a, je dirais, un certain nombre de choses qui sont le nec plus ultra? Bon, dans cette région ici, à la Vallée de Joux, la réputation des répétitions minutes, je crois que c'est sa réputation, c'est le Ouais, ouais. majeur, je dirais. On Mhm, parle toujours mhm. de la région par rapport à ça. Est-ce que vous, il y avait des choix qui s'imposaient ou non et de manière générale, est-ce qu'il y a, quand vous choisissez de faire une montre, des priorités que vous donnez en fonction, je sais pas, de la région ou de certains autres Oui, critères? alors voilà, alors dans les formes, hein, on peut reconnaître selon les époques, les mouvements de montre par leur forme, hein. Ça, on peut dire, ou les matières employées. Par exemple, à l'époque où les Combiers faisaient des blancs, donc des ébauches de montres, c'était des ébauches, on disait que c'était des ébauches de qualité parce qu'ils employaient du maillechort comme base. Hein. Le maillechort qui est un alliage de cuivre à nickel, donc cette couleur jaunâtre un peu, qui est une matière agréable à travailler, puis qui a tendance à pas s'oxyder pendant le travail, Alors, vous contrairement au avez parlé laiton. justement de ces ébauches qu'on appelle les blancs, Ouais, hein. ouais, Je crois qu'il y en a un ici. Là, vous pourriez un petit ouais, peu expliquer voilà. ce qu'était, Alors ça, c'était la spécialité de la vallée de Joux. à quelle époque? Ben, 1800, près 1850, 40-50, jusqu'à 1920-30, on a fabriqué des mouvements jusqu'à un certain stade. J'estime que le mouvement est fabriqué à 80%, c'est-à-dire qu'en l'occurrence ici, on a un mouvement donc de montre de poche qui a la complication de la répétition minute, on appelle ça la quadrature, parce que ça se trouve sous le cadran, donc la quadrature de minute, qui est fonctionnelle. Elle nécessite encore certains petits ajustements, mais ils sont en train de les fabriquer. Les aciers sont trempés, revenus, donc anglais et tout. Et puis de l'autre côté, on a les rouages qui sont mis en place jusqu'à la roue de seconde. Si bien que elle n'engroupe pas ni la roue d'échappement, ni l'encre, ni le balancier. Hein. Elle Donc a le c'est barillet. elle a le barillet, Mhm. voilà. Donc, ouais. Et puis, elle n'a encore pas de rubis. Donc, on vendait ça, enfin, les combiers vendaient ça à, tout- à toutes les grandes marques qui ont fait des répétitions minutes. Vous prenez Patek, Vacheron, Courvoisier, enfin, bref, en Suisse et à l'étranger, même les montres anglaises, les Benson ou les Dent ou des choses comme ça, ou voire Glashütte, la région de Glashütte en Allemagne, avait souvent des ébauches de la vallée de Joux. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrêtait avant d'y placer le spiral, par exemple, ou enfin, les pièces qui montent? Alors, ils étaient pas forcément, bon, peut-être équipés pour faire ce genre de travail, Mhm. et puis ils n'étaient pas les marchés. Ils ont les marchés pour des mouvements ébauchés, des blancs, hein. Les clients, ils les ont pour ça, mais le marché final, le client final, ils l'ont pas forcément. Et le Combier n'a jamais été un très très grand voyageur, contrairement à des régions comme Fleurier, où on avait des gens en voyageant, qui ont ouvert des marchés en Chine, des choses comme ça. Le Combier était assez réservé, hein. Il était Mhm. ingénieux, il passait beaucoup de temps à faire des superbes complications, mais pas forcément grand voyageur. Si bien qu'on a très peu de marques de la vallée du Joux en réalité. Alors, la précision de la montre, elle n'est pas encore donnée à ce Pas stade-là, du hein. tout, non. Donc, ce qui va faire qu'une montre aura une qualité de précision va dépendre de la partie qui suit, hein. C'est-à-dire au moment où Tout on va à fait, travailler. voilà, voilà. Les genres de rubis qu'on va mettre, si c'est bonne qualité, des trous olivés, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, alors, au niveau de la qualité de l'échappement et du travail du spiral et ces choses-là, c'est ça qui va donner la précision de la montre. Pour se donner un ordre de grandeur, un blanc, dans la valeur finale de la montre, ça représentait quel pourcentage à peu près? Ouh, alors ça, c'est difficile.
de donner une idée parce que je pense, j'arrivais pas à dire, mais je pense toute petite partie, Mhm. une toute petite partie. Donc la plus-value dans la finition et puis dans le... Voilà, Et là intervient alors le marketing, exactement, la voilà, puissance commerciale de vente, tout etc. à fait, ouais, Donc on a vu des montres, pas seulement suisses, mais étrangères, porter ouais, ce type de... de complications, ouais, Mhm. ouais, ouais. Et là, à quel moment est-ce qu'on voit dépérir un peu ce système des Blancs dans la région? Bon, il y a eu une époque où, ça allait à l'époque disons des montres de poche. Et puis après, il y a eu quand même, ben les entreprises de la région ont commencé à s'organiser, j'entends, à fabriquer leurs propres montres aussi. Hein. Il y a eu Gégère, enfin Le Coultre, après Gégère Le Coultre, Audemars Piguet, il y a quelques marques comment dire, qui ont apparu. Et puis, alors, ce qu'il faut dire, c'est que comment expliquer, les procédés de fabrication se sont améliorés. On s'est beaucoup inspiré donc de ce qu'ils faisaient aux États-Unis parce que les États-Unis avaient une industrie horlogère assez extraordinaire. Il ne reste plus rien aujourd'hui, mais ça a été les précurseurs dans tout ce qui s'est fait au niveau d'automatisation, machines performantes et tout. Les Suisses, on est allé, il y avait de l'espionnage industriel, on est allé espionner, voir comment ça se passait aux États-Unis. On a Dans tout, quelle période à peu près? 1900, Ah oui? ouais. Et on a implanté tous ces systèmes chez nous. Donc on arrivait alors après à fabriquer de façon plus précise. Hein. Mhm. D'où il n'y a plus de nécessité de faire des blancs. C'est-à-dire, le blanc fait on fait une ébauche, hein, on la bichonne, puis après on démonte tout et puis on la finit. Tandis qu'avec les procédés modernes, on arrive à faire les éléments qui sont déjà terminés. Mhm. Hein. L'opération suivante, c'est l'assemblage. Voilà, c'est ça la différence. Alors si on compare par exemple le blanc avec ce que fait aujourd'hui une ébauche de ETA par exemple, Ouais. il y a quelle est la différence fondamentale? Est-ce que dans ce que livre ETA par exemple, dans une... Alors, État, il va vous livrer si on prend les éléments constitutifs hein, Mhm. d'un mouvement de montre, vous pouvez le monter pratiquement les yeux fermés. Tout, Ah oui. ouais, au niveau ajustement, tout est interchangeable aussi d'un Mhm. mouvement à l'autre, ce qu'on n'a pas ici, parce que chaque pièce est ajustée l'une par rapport à l'autre, tandis que Mhm. maintenant, l'interchangeabilité existe par des procédés de fabrication plus précis, plus modernes. Et parlant justement de ce type d'ébauche, comment voyez-vous la politique restrictive qu'avait décidé à la fin de sa vie Nicolas Hayek de réserver ces ébauches à son groupe? Est-ce que Ah vous ben, pensez que c'était une bonne politique? moi, je le comprends tout à fait parce que dans ce monde de l'horlogerie, on a tout. Hein, dans le sens qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'un bon marketing, d'acheter du mouvement à gauche à droite, des boîtes ici, vous donnez ça à encore une tierce personne pour assembler, et puis vous créez une marque. Non, c'est trop facile. Donc c'est là-dessus que M. Hayek voulait bloquer. Ces gens qui profitent de tous ces systèmes qui organisaient sans jamais investir. Hein? Alors, il a raison de dire que ces gens qui investissent pas dans la recherche. Mais en même temps, on peut voir aussi l'inverse, c'est que ces gens, ça crée une dépendance de l'horloger qui finalement profite à celui qui a le pouvoir, non? Ah oui, donc il pourra jamais bloquer la livraison à tout le monde, ça c'est clair, parce il ferme ses usines, on est d'accord. Mhm. Mais toute cette politique-là était dirigée contre certaines marques qui en profitent trop, quoi. Mhm. Sans jamais rien donner à la recherche, à ces choses-là. Mhm. Alors Philippe Dufour, quand vous êtes à Bâle et qu'on vous demande de rester très discret parce que c'est encore signé Audemars Piguet, Mhm. puis là c'est votre envie de voler de vos propres ailes, comment ça se passe en fait? Donc il y avait cette période des restaurations dont on a parlé, il y avait ce début. Comment est-ce que vous allez construire la suite de votre travail et surtout en particulier de trouver votre clientèle? Voilà, alors la suite, donc c'était ces 5 montres que j'ai réalisées, donc,
Et puis, à un certain moment, donc le ras-le-bol, et puis dire maintenant je refais un essai pour moi. Donc, définir le produit, je dis je fais le même produit mais en plus petit, réaliser, j'ai sorti la première montre en 92 à Bâle, voilà, Sous votre nom. sous mon nom. Et Audemars Piguet n'exigeait pas du fait que c'était... il n'y avait pas en fait une sorte de brevet qui fait Rien du que... tout, il n'y a rien du tout. Moi, je Rien leur du ai tout. vendu ça, j'aurais pu vendre ça à n'importe qui, je peux en faire pour moi, il n'y a rien. Il y a rien. Non, Et il ne demandait pas en fait. absolument pas, non. Donc, alors, premièrement, c'était intéressant parce que les premiers jours, je me souviens à Bâle, j'ai vu toute l'industrie horlogère qui est venue voir parce que personne ne savait. Moi, je garde les choses secrètes jusqu'au dernier moment, j'en parle pas. Donc, les 2 premiers jours, j'ai vu pratiquement tous les grands ports de l'horlogerie qui sont venus. J'ai eu des félicitations, ça m'a fait plaisir, mais beaucoup voulaient que j'en fasse pour eux. Alors, je leur faisais comprendre que j'avais donné dans ce domaine-là, donc il n'y avait plus. Et puis voilà, mais après Bâle, ben, il y avait rien, pas de commande, si ce n'est que des marques qui en voulaient. Mais à Bâle, vous aviez combien de pièces? Une pièce. Une pièce. Ouais, ouais. Pour une année de travail, là encore, à peu près. Non, ça avait pris 2 ans et demi. 2 ans et demi. Pour faire la première, ouais. Mais alors donc, c'est extraordinaire d'imaginer ça. Vous arrivez à Bâle avec une pièce Ouais, et donc à la recherche d'un acheteur. ouais. Et qui était l'acheteur? Ben, à Bâle, personne. Et il faut réaliser à l'époque, donc pour passer ces 2 ans et demi, j'ai une personne qui avait investi de l'argent, qui m'avait aidé. Parce que moi, je n'aurais pas pu vivre. Oui, justement, j'allais vous dire 2 ans et demi. Pas possible. Mais comment Donc, ça se passe? Un sponsor? ouais, un gars, un fou collectionneur qui me talonnait, qui disait, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, écoutez, d'accord, si vous êtes d'accord de courir les risques avec moi, on fait quelque chose. J'ai dit, on va prendre cette montre-là, on a fait une montre bracelet. Voilà. Mais lui, au bout du compte, il avait l'espoir d'être l'acquéreur. Non, pas du tout. Non, non, c'était dans le but d'en fabriquer d'autres. D'accord. Donc d'arriver. Et ça, Est-ce que par la suite, il a été ouais. collectionneur de votre. Non, non, parce que ça s'est mal fini dans le sens que après Bâle, le seul intérêt c'était les entreprises et lui voulait à tout prix faire de l'argent pour en faire pour les autres. Puis je dis moi c'est pas possible. Moi je fais des Dufour ou rien. Et puis si bien qu'on s'est séparés quoi. Voilà. Je n'en veux pas. Sans lui j'aurais certainement pas fait ce produit. Voilà. Alors après il y a eu toute une période très difficile où lui, il pensait que je voulais l'évincer, puis que je voulais profiter du système. Et puis, pas du tout. Je lui ai fait comprendre que si on continuait, on allait se planter sérieusement. Enfin, moi, j'étais tout en bas, il n'y avait plus rien. Bref. Et puis, pour finir, ça a été dans les mains de la justice. Il a pris un avocat qui a exigé que tout soit bloqué. Alors, essayez d'imaginer, j'ai ce produit, j'ai passé 2 ans et demi dessus, puis on me dit, vous devez aller le mettre dans une banque à Berne, avec les disquettes d'informatique, les dossiers de plan, enfin, puis les éléments que vous avez déjà fabriqués pour ça. J'ai dû aller, c'était un enterrement pour moi, je devais enterrer mon produit sans savoir si j'allais pouvoir le ressortir un jour. Incroyable. On est en quelle année là? En 92? Ouais, dans 93. Donc dans les mois qui ont suivi, bah, Voilà. Et puis bon, ben, j'ai joué le jeu. Puis pour finir, en fin d'année 92, on a réussi à débloquer la situation. Moi, j'ai dû prendre un avocat qui a bien travaillé. Et puis j'avais 6 mois pour vendre la montre en réalité. De façon à pouvoir lui rembourser une partie de ce qu'il avait mis, parce que c'était ah oui, difficile. très dur, Très, hein, très très difficile. dur. Alors voilà, bon, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait une présentation de cette montre dans le cadre d'un institut horloger aux États-Unis. Bref, j'ai bougé un peu. Toujours avec le budget qui avait été investi par lui et qui vous aidait un petit peu. Vous Ouais, travaillez non, toujours sur cette non, non, budget? ici il n'y avait plus rien. C'était Ah. sur. Heureusement que il y a un peu des amis, tout ça, qui ont un peu aidé. Autrement, c'était pas Des possible. bonnes âmes qui. Ouais. Ouais. Et puis, à un certain moment, parce que aussi je connaissais pas, quand on lance un nouveau produit, il faut faire un document de presse, il y a tout un travail, et ça, j'avais aucune idée. Hein? J'avais fini ma montre quelques semaines avant Bâle. Je crois qu'on avait juste pu faire une photo un petit peu de la mécanique, un tout petit dépliant, et c'est tout. Donc, je dis pas qu'elle a passé inaperçue, non. Il y a eu quand même quelques magazines qui ont repris cette montre, si bien qu'un jour, j'ai un téléphone d'un gars de Singapour qui était à Genève, puis qui me dit, il faut venir présenter la montre ici à Genève. Et puis, bon, je descends, je regarde la montre, c'est bien la numéro 1, c'est bien la seule, patati patata. J'ai dit, bien sûr, ouais. Il fait 2-3 téléphones que j'ai rien compris, puis il me dit, ben,
on fait comme ça, il faut venir la présenter à Singapour. Si on fait affaire, les frais sont sur vous. Si on fait pas affaire, c'est sur nous. Shake hand, shake hand. Je remonte à la maison, je prends l'atlas du monde, je dis Singapour c'est où? Toc, pof. Prends un billet d'avion, puis je suis parti à Singapour. Et j'ai passé 10 jours à négocier avec des Chinois. Je savais pas où je mettais les pieds. Et puis j'avais mon avocat qui me suivait, enfin qui m'avait conseillé. S'ils veulent garder la montre, il faut qu'ils signent un papier. Enfin, oui, le truc suisse typique, quoi. Bon, il avait raison d'être prudent, parce que Tout 2 ans à et demi de fait. travail, hein, je veux dire, Oui, puis moi, ça se met pas dans n'importe quel non, bagage non puis plus. moi, je savais pas où je mettais les pieds. Uh-huh. Ben, j'aurais pas pu demander conseil ici. On me le renvoyait aux fraises, comme on dit. Donc, j'ai dû me débrouiller tout seul. Et puis j'ai fait des erreurs de nouveau monumentales parce que je suis assez expressif, puis j'aime bien dire les choses, puis des fois, si ça rentre pas, je tape le poing pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Et puis, vous voyez, quand j'arrive, et puis la première discussion, le Chinois il me dit, ouais, puis ça coûte combien? Et puis, c'est quoi le discount pour nous? Je me fâche, j'ai dit, mais écoutez, il n'y a pas de discount, c'est mon bébé, ça. Ça fait 2 ans et demi de travail, on ne discute pas de discount. Donc, toutes des choses comme ça, si bien que les discussions, des fois, c'était 10 minutes, ça s'arrêtait, puis il me dit, retournez à votre hôtel, réfléchissez, téléphonez à votre avocat, puis on reprend la discussion le lendemain. Puis petit à petit, on arrive à progresser. Eux, ils ont découvert une façon de faire parce qu'ils n'ont jamais traité commercialement avec un horloger. Ils ont toujours des vendeurs ou des gens comme ça. Et puis moi, ben, c'est la première fois que je découvrais vraiment le marché de la montre, quoi. Et puis, je suis revenu, ben, j'avais placé la première montre, plus 3 autres en commande derrière. Voilà, ça c'était ma première. Et c'est là que le sultan de Brunei a Voilà, acquis. voilà, il a pris les 4. Parce qu'il achète toujours par 4. Hein, quand il y a une montre, un modèle, il prend toujours l'or rose, l'or jaune, or blanc et platine. Voilà. Donc c'était une commande, comme vous aviez mis 2 ans et demi. Ouais. Alors dans un cas comme celui-là, est-ce qu'il ne devient pas plus intéressant d'avoir un associé ou de prendre quelqu'un pour que le travail aille plus vite? Ouais, bon, j'ai essayé, bien sûr. Et ça, j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis retrouvé, fin de l'année passée, j'étais tout seul dans l'atelier. Hein, depuis le début d'année, j'ai Takuo qui est là, mais Qui est du Japon? voilà, qui est du Japon. Mais ça, c'est je dis toujours, si je fais un bilan de ma vie professionnelle aujourd'hui, il y a du très positif. C'est que aujourd'hui, je suis plus obligé de bouger de chez moi. Hein, je peux lancer n'importe quel produit. En 2 jours, ma production elle est placée. Donc, on refuse des commandes toutes les semaines. Donc, et ceci sans avoir jamais fait de publicité. Alors justement, on en reviendra à ça parce Ouais. que on a sauté à pieds joints sur votre première commande Mhm. et puis sur le fait aujourd'hui de ce succès et qui Voilà. fait que vous êtes presque une icône dans les écoles d'horlogerie du Japon à ce que j'ai vu. Mhm. Enfin bref, Ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. vous êtes un nom, je dirais, mondialement respecté et connu. Donc il y a quand même eu un pas entre cette période et aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, cette vente extraordinaire, ça vous a donné en gros 4 pièces, c'est le potentiel aussi d'à peu près 4 ans de travail. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'était 92. Voilà. Puis le produit suivant, je l'ai fait en 96. Voilà, effectivement, il y a 4 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que les choses sont définies, euh, euh, avec les Asiatiques, avec le Japon c'est pareil, avec la Chine c'est pareil, une fois que les choses sont définies, on ne revient pas sur les choses. Je vous donne un exemple. Une fois que le prix d'une montre est défini, ces montres étaient définies, j'allais les livrer, parce que c'était un peu la récompense. Je passais 3-4 jours là-bas. Mhm. Surtout la deuxième, j'allais livrer. Enfin, même la première, parce que quand j'aurais présenté la montre, il y avait encore des terminaisons à faire. Donc ils m'ont dit, vous retournez, vous terminez, puis vous venez la livrer. Et puis À là, Singapour ou à ouais, Brunei? à Singapour. Moi, j'ai jamais eu contact direct avec le Brunei. C'était toujours intermédiaire de Singapour. Et quand j'ai livré la montre, on me dit, vous l'êtes payé comment? J'ai dit, ben, plus simple pour vous, télégraphique transfert. Je dis, ok, pas de problème. Et je suis resté là-bas. Je me suis dit, au cas où, parce que je savais pas. Première fois que vous travaillez avec des gens comme ça, non? Et puis voilà, ma femme me téléphone, me dit, c'est bon, c'est ok. Je dis, ok, je peux rentrer. Les fois suivantes,
On n'a plus reparlé d'argent. Les choses avaient été définies. Si vous leur demandez quand et comment ils vont payer, c'est-à-dire que vous mettez en doute ce qui avait été défini. Donc, quand je livrais la montre, on venait me chercher à l'aéroport, on contrôlait la montre, elle partait avec d'autres coffres de grandes marques. Ça partait sur le Brunei, mais la montre, on n'en parlait plus. Et pratiquement, en même temps que je rentre, les virements avaient été faits. Et des poignées de main, ça a des valeurs extraordinaires. Ça, c'est ce qu'on peut plus forcément faire chez nous. Chez nous, il faut des papiers. Voilà. Mais alors, après 4 montres, il y a la suite. Les autres clients et les autres projets, comment est-ce que vous avez Voilà, alors après, procédé? c'est Singapour qui me demande de faire quelque chose d'un peu plus simple. De nouveau, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur le marché. Puis, je suis comme ça, j'aime pas faire comme les autres. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui n'existait pas. Et puis, on montre bracelet. Et c'est là que j'ai fait ce qu'on appelle la dualité. La montre avec double régulateur. De nouveau, j'ai rien inventé. Je me suis inspiré de montres qui étaient faites à l'école, des montres de poche et des pendulettes qui étaient faites à l'école d'horlogerie des années 30 par des élèves. Une fois, j'ai vu une photo de ces montres dans un bouquin de musée. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire une. Et puis, bon, il fallait la faire plus petite, c'était ça la difficulté. Et ces montres-là, je voulais en faire 25 et j'en ai vendu 9. Et puis, voilà. Et vu que je ne fais pas de publicité, il faut énormément de temps pour que le produit soit connu. Il a fallu attendre, je crois, à peu près 10 ans pour que les gens connaissent. Aujourd'hui, j'ai 61 personnes qui en veulent une. Puis je leur réponds peut-être. Je ne sais pas où, quand, comment je les ferai. Voilà. Donc ça, c'est... Alors justement, c'est là aussi que quelque chose, je dirais, dépasse les règles habituelles du marketing, du commerce, de la publicité. Ouais. C'est que vous, ce sont des très très petites quantités et puis qui sont convoitées à des endroits très loin de la planète. Voilà. Alors, ce réseau, enfin des Happy Few qui d'abord ont les moyens, parce que c'est ça une première raison, Ouais. avoir les moyens et puis le goût d'acheter ce genre de pièces, comment s'organise en fait ce réseau? Si on veut comment dire, je suis parti du principe que, étant petit, je peux pas me permettre de m'acheter une page dans un magazine, hein. Parce que c'est pas une seule page, il faut s'acheter au moins sur une année, 12 pages, vous connaissez le prix des pages, donc c'est pas possible. Et puis de l'autre côté, j'ai pas les gens pour produire, donc ça sert à rien. Donc je suis toujours parti du principe que mon produit est suffisamment original, bien fait, différent, pour qu'il fasse sa propre publicité, son propre marketing. Alors, si vous êtes d'accord, on va se prêter à cet exercice. Hein? Il est difficile de parler de soi et de ses produits, et surtout vous avec je dirais, en l'absence d'un service marketing pour nous livrer toutes les vertus de vos montres. Moi, j'aimerais qu'on se prête ensemble à cet exercice, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous estimez être la spécificité ou les spécificités de vos montres qui font qu'on aille les chercher chez vous plutôt que chez un autre horloger? Alors, un certain classicisme, je dirais. Et la valeur des montres, mise à part, je dirais, les boîtes en or ou en platine, c'est la façon dont les choses sont faites. C'est-à-dire que tout est dans le détail. C'est un assemblage de détails qui fait la différence. Hein? Donc, beaucoup de travail manuel, des terminaisons manuelles, tel que, j'ai rien inventé, ça se faisait des années 30-40, vous prenez des grandes marques, des grandes maisons aujourd'hui, qui ont des montres aux enchères des années 30-40, elles étaient faites de la façon dont je les fais aujourd'hui. Donc, en somme, je n'ai rien inventé, je suis revenu un petit peu en arrière, peut-être, hein, et puis, pour faire des montres que j'estime, moi, être la seule façon si on veut faire du bon travail. Voilà. Alors, essayons d'imaginer concrètement qu'est-ce que c'est. Ce travail particulier, justement, vous dites, voilà, ce qui se faisait dans les années 30, pardon, par rapport à ce qui se fait, voilà. qui ne se fait plus ailleurs. Donc, si on prend les ponts, par exemple, les ponts, ils ont les tranches qui sont adoucies, vous avez un anglage qui est beau, qui est poli, s'il y a des coins rentrants, c'est de beaux coins rentrants bien nets. Vous avez ce qu'on appelle le pont d'échappement, où on a un système de contre-pivot, on a une plaque contre-pivot en acier qui est ajustée sur un pont major.
Vous prenez toutes les vintage, les 30-40 étaient comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le fait. Hein. Mhm. Et encore, ben, Languet, les Allemands le font. Hein. Et puis Dufour, Zoya. En gros, c'est ça. Mhm. Donc, c'est toutes ces petites choses qui font la différence. Vous prenez la visserie aussi. On met énormément de l'accent sur la façon dont les vis sont faites, sont finies, sont anglais, sont bloquées, on va avoir des polis noirs, des choses comme ça. Hein, ce qui se fait plus forcément maintenant dans la production industrielle. Mais justement, ces pièces, vis, ponts, Ouais. vous les faites vous-même? Oui, alors une partie sont ébauchées. Si je prends l'exemple des vis, j'ai dessiné mes vis définies. Et puis j'ai un ami, Romain Gauthier, par exemple, qui me fait les ébauches de vis. D'accord. Mais après, il faut les Il finir. faut les finir, voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Alors, Donc, voilà, alors chaque fois, c'est vrai, si on veut, j'essaye d'employer les technologies que j'estime le mieux pour moi. C'est-à-dire, je ne refuse pas le moderne, ou je dis que le moderne est mieux ou moins bien que l'ancien, c'est pas du tout ça. J'essaye de prendre ce qu'il y a de mieux, ce que j'estime être le mieux dans chaque époque. C'est-à-dire que mes plans, mes constructions, je les fais à l'ordinateur, ça c'est sûr, hein, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec un archet pour parler des moulures. Voyez? Voilà, c'est ça. alors quand vous parlez par exemple tout à l'heure, vous parlez de ces mouvements dans les pièces sont interchangeables et où on peut au fond remplacer tout à coup plus Ouais. facilement une pièce Mhm. qui manque, alors que dans une pièce totalement manuelle ou dans un mouvement manuel, c'est beaucoup plus difficile Voilà. parce qu'on a peut-être justement, si je comprends bien, ajusté une pièce pour qu'elle Voilà. colle avec l'autre, Voilà, voilà. qu'elle exactement. s'engraine avec Voilà, l'autre facilement. exactement, ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que l'automatisation, toujours plus subtile, toujours plus fine des machines, permet peu à peu de faire de l'excellence, je dirais, les machines devenant d'extraordinaires manuels? Est-ce que c'est possible? Alors, si on prend au niveau fabrication d'éléments constitutifs d'une montre, les technologies modernes nous apportent beaucoup au niveau précision, régularité, on est d'accord. Mais une montre, c'est un instrument, d'accord, qui donne l'heure. Hein. Ça peut s'arrêter là, mais mon point de vue, c'est un instrument, mais c'est aussi une œuvre d'art. Donc, on doit y mettre quelque chose en plus. Alors que si vous prenez les éléments constitutifs qui sortent des machines modernes, vous les mettez en place, votre montre elle va bien fonctionner. Mais l'esthétique, elle ne sera pas là. Il va manquer quelque chose. Il va manquer l'âme à la montre. Voyez? Et nous, avec le travail qu'on fait, on donne c'est la partie émotionnelle. Mais par exemple, si vous décorez un pont, vous allez le décorer des deux côtés? Ah ouais? Alors justement, la question qu'on se pose quand on est béotien comme moi, on se dit, mais décorer un pont qu'on ne verra jamais, ou une partie de pont qu'on ne verra Ouais. jamais, Mais il y a quelle est au fond la philosophie derrière? Dans 50 ans, celui qui va démonter la montre pour la nettoyer, qui verra ça, se dira, non, à l'époque, il bossait bien. Voilà, c'est ça. Vous avez un peu la philosophie Patek Philippe, au fond, selon laquelle, j'aimais bien ce slogan, Oui, on ne possède jamais une Patek Philippe, on exactement, ne fait ça que la c'est transmettre. très belle communication. Elle est assez ouais. belle, hein, cette Très bien, image, ouais, j'ai trouvé. ouais, c'est bien, ouais. C'est un peu votre vision. Tout à fait. Oui, et le choix des matériaux dans le mouvement de la montre, aussi le choix des fréquences de la montre. Hein. Je travaille avec des fréquences 18 000 hein, qui sont traditionnelles, où on a moins d'usure. Parce que le but, spécialement le dernier produit que j'ai fait, la simplicité, c'est de faire une montre qui vraiment passe à travers les âges. Parce que je me suis inspiré de mouvements, à force de réparer des montres, de restaurer des montres, il y a des mouvements, que ce soit des mouvements de la dimension 30 mm, que ce soit un Oméga, un Jaeger-LeCoultre, ou je sais pas moi, un Longines des années 40-50. Je me suis inspiré de ces mouvements-là parce que j'en ai restauré, j'en ai réparé, puis je sais que ces choses-là, vous les démontez, vous les nettoyez, vous mettez de l'huile, mais ça repart comme si c'était neuf. Vous contrôlez les pivots, il n'y a pas d'usure, il n'y a rien. Voilà. Et mes proportions dans le mouvement simplicité, c'est ce que j'ai appris par de nouveau des mouvements des années 30-40 ou 40-50, disons. Alors vous avez déjà maintenant quand même un certain nombre d'années d'expérience sur vos propres montres. Ouais. Hein. On parle de 1990, hein, ça fait Ouais. une bonne vingtaine d'années que vos montres circulent Mhm. sur la planète. Est-ce que au niveau justement de vos paris sur les usures, ça se vérifie? Ouais. C'est des montres qui Ouais. résistent très bien au temps?
Ouais, j'ai eu les premières, ouais, on est 2011, les premières simplicités sont sorties à fin 2000, début 2001. Mhm. Donc, après ce nombre d'années, c'est nécessaire de les nettoyer. Et vraiment, vous revisez la montre, mais à part le nettoyage, le remontage, mettre de l'huile propre, elle repart, et il n'y a pas d'usure. Mhm. Donc Alors, à là, ce jour, en 2011, vous avez sorti combien de montres Philippe Dufour? alors j'ai sorti grosso modo 100, à peu près 175 simplicité, 9 dualité, et 6 grandes sonneries, plus une grande sonnerie de poche, voilà. Ça a aidé par quelques collaborateurs. Ouais, ouais, souvent, on était jusqu'à 5 personnes ici. Mhm. Et c'était à quelle période, la période où vous avez été les plus nombreux? 2003-2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui presque seul? Là, vous l'étiez il y a encore très peu de temps. Qu'est-ce qui vous détermine à cela? Alors que, effectivement, sur le plan, je dirais, j'imagine que sur le plan financier, ce serait plus intéressant pour vous d'être en manufacture que d'être seul à Ah, l'atelier, mais je bien pense, hein. sûr, ouais, ouais, parce Donc là, le que, choix, il est... ouais, c'est-à-dire que c'est le côté négatif, disons, de ma vie professionnelle, c'est que depuis des années, j'essaie de monter une équipe, puis ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Vous Alors l'expliquez, comment est-ce pourquoi? que vous l'expliquez Alors ça? c'est difficile à expliquer. Il y a peut-être, c'est peut-être dû à moi, à mon caractère, hein. Pourquoi il est comment votre caractère? Il est bien trempé, et puis des fois ça explose, mais bon, je suis exigeant avec moi-même, hein, et je suis exigeant avec les autres. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Vous Mhm. venez de citer que mes montres sont reconnues à travers la planète. Pourquoi elles sont reconnues? C'est par la bienfacture, par la façon dont elles sont faites. Et j'ai défini un fil rouge depuis ma première grande sonnerie bracelet, et j'ai pas dévié. Et c'est ça qui fait que mes montres sont reconnues. Alors quand je vois des photos qui circulent sur Internet, des macro-photos de mes montres, je suis heureux parce que je me dis, le gars qui a fait ces photos, il sait pourquoi il les a faites. Hein? Mhm. Alors c'est ce que je montre à mes employés. Je dis, regardez ça. Il a remarqué l'angle, le coin rentrant que vous avez fait et tout. Hein? Mais la même photo avec une raye ou une vis abîmée, elle circule aussi sur Internet. Et on vous descend. Et moi, je suis tout petit. Donc, on peut me descendre facilement. Donc, on doit être toujours au maximum. Hein? C'est chaque jour, faut savoir, aujourd'hui on est là, demain il faut être là-bas. Mhm. Alors justement, je reviens à ce que vous avez constaté avec vos collaborateurs. Ça clochait à quel niveau est-ce que c'est le fait que, pour être très clair, ils ne parvenaient pas à imiter vos gestes? Ouais, ouais, certains ont et ils y arriveront jamais. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Donc j'ai eu le cas. Par contre, j'ai eu un autre, le cas d'un jeune, un jeune de 20 ans qui a tout dans les mains, il m'a fait des montres superbes. Les dernières montres qu'il m'a faites étaient une catastrophe. Puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, mais ouais, j'ai honte du travail que j'ai fait. Je sais pas, je sais que c'est pas l'exigence que vous espérez, mais je sais pas ce qui m'arrive. Je suis plus motivé. À 20 ans, vous vous rendez compte? Mhm. J'ai dit, ben, il faut qu'on se sépare. Il me dit, oui. Puis j'ai dit, vous voulez faire quoi? Ben, chauffeur poids lourd, vous voyez? Voilà, Ah oui. c'était comme ça. Alors vous Mhm. passez du temps à cadrer les gens, leur expliquer c'est ça, puis tout d'un coup, ben voilà. Une autre personne qui travaille maintenant chez Grubel, par exemple, qui était là, qui a fait aussi du très bon travail, et tout, et à un certain moment, il voulait changer, il voulait faire de l'ordinateur. Et moi, j'ai pas, les constructions, c'est moi qui les fais, donc j'ai pas un bureau technique où je peux l'engager. Alors, malheureusement, ben, j'ai perdu un horloger. Puis chez Grubel, ben, ils ont gagné quelqu'un. Lui, il est content, Grubel s'en content. Voilà, c'est quelque chose qui est une expérience. Mhm. Donc, c'est pas toujours, on perd quelqu'un, mais quelqu'un d'autre le gagne, hein. Mhm. J'ai un peu l'impression d'être une école, des fois. Mhm. Hein, parce que chaque fois, c'est nouveau, une reprise en main, hein, cadrer les gens. Hein, Mais vous avez aussi la réputation de travailler ici de manière empirique
Et là, je me demande quelle est la part de l'intuition. Parce qu'au fond, lorsque des pièces doivent être à ce point concordantes pour s'engrener, par exemple, Mhm. convenablement, il faut faire des calculs très précis, j'imagine. Vous parliez des maths qui n'étaient pas votre fort, mais est-ce qu'il y Bon, a quand même une part d'intuition? Parce que on dit de vous que souvent, vous estimez, et c'est juste, mais vous ne savez pas forcément exactement pourquoi c'est juste. Est-ce que c'est une réputation juste que je vous dis là, ou vous vous non, reconnaissez, ou est-ce que pas c'est faux? tellement, Non? pas tellement, non. Non, parce qu'ils ont, c'est clair, j'étais mauvais en maths, mais j'entends l'ordinateur a bien remplacé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez décider les choses précisément. Et je dis, parce qu'au niveau de l'horloger qui va faire un travail sur la simplicité, mon but, c'est ce qui est peut-être le plus difficile, c'est que j'estime qu'aujourd'hui, les horlogers dans les grandes entreprises sont des gens qui sont pas heureux. Ils sont pas heureux parce qu'ils font partie d'un système, ils ne créent plus rien. Ils sont soit là ou là. Hein? Je vous donne un exemple. Un jeune horloger qui a fait 4 ans d'apprentissage à l'école, par exemple, il va tomber d'une grande entreprise, il va faire pendant 2-3 ans mettre des cadrans et des aiguilles sur des montres, et à côté de lui, il a une jeune de 17 ans frontalière qui fait le même travail que lui. Vous pensez que c'est gratifiant? Voyez, c'est ces situations. Alors moi, je voulais justement renverser la vapeur et dire l'horloger, il fait tout. Il y a un acte créatif, c'est-à-dire quand il me dit j'ai fini la montre, il a mis le bracelet croco, tout. Voilà, il a créé quelque chose. Mhm. Et bien sûr que c'est plus dur parce que ça passe de toutes les opérations. C'est le vrai métier d'horloger où on va limer, on va ongler, on va polir. Après, il y a le travail comme Taku, on fait maintenant le travail de spiralage qui est la partie la plus délicate. Et une fois qu'on a réussi toutes ces opérations-là, on peut se dire je suis horloger, quoi. Mhm. Hein? Alors, le fait même d'avoir cette réputation qui dépasse les frontières, là aussi, est-ce que c'est le bouche à oreille, les publications? Comment, par exemple, expliquer qu'aujourd'hui, au Japon, et chez les jeunes horlogers japonais, vous soyez, il faut dire carrément les choses, une véritable icône? Hein, puisque je crois qu'il y a une école d'horlogerie au Japon où c'est pas Mao Tse-tung qui est représenté, mais c'est Philippe Dufour. C'est assez étonnant, Ouais. c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu Même l'icône. chez, Alors, c'est arrivé comment, au point où cette bon, réalisation se chez, fait, et tout ça sans la publicité en plus de ça. voilà, exactement. C'est, ben, certains jours, certaines années, je sais plus, il y a peut-être 4-5 ans comme ça, plus, j'avais, j'avais une demande pour, par l'écologie de Tokyo pour venir visiter, parce qu'ils font un voyage d'études chaque année. Puis moi, je suis suffisamment ouvert, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils voulaient même faire un rapprochement, faire un parrainage avec l'école de la vallée. Et puis j'avais fait les premiers contacts, et puis on m'a dit, des Japonais, mais tu te rends compte? Voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y avait pas de possibilité. Non, mais c'est comme ça. Alors, moi, je vois, les frontières n'existent pas pour moi. Et puis, ben, depuis, chaque année, ils viennent faire un voyage d'études. Il y a toujours 25 élèves qui viennent, et puis ils passent un moment chez moi, puis on fait un repas le soir ensemble, et puis il y a beaucoup d'échanges qui passent. Puis une fois, ils m'ont invité pour aller enseigner. Et je suis allé 2 fois, et je pourrais y aller tous les 6 mois là-bas. Hein. Mhm. Mais malheureusement, j'ai pas le temps. Mais c'est des expériences fabuleuses, parce que j'ai 20 élèves pendant une semaine, mais ils me bouffent, quoi. Ils en veulent, ils en veulent. Ça, hein. Alors, comment ça se fait en fait, cette espèce de frénésie au Japon? Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi les Japonais ont Alors, à ce point... si on veut, je pense que j'ai été, commencé à être connu au Japon, c'est à partir de 2000, quand j'ai lancé la simplicité. Hein. Donc, ce modèle-là. Et puis, si on veut, elle a reçu la médaille d'or monde de l'année au Japon par un grand magazine japonais. Et ça a été le début. Et je vous dis, on va en faire 200, mais sur les 200, il y en a 105 qui partent au Japon. Cette médaille, par exemple, est-ce que vous êtes mis vous-même au concours ou ce prix, est-ce que c'est un concours sur lequel vous avez placé votre Non, montre? pas du tout. On m'a informé. Ah, on vous informe que ça y est. Le jury du magazine TNT vous a choisi monde de l'année c'est 2000, ouais, l'année 2000. Et Voilà. les critères, c'était quoi? Je sais pas, c'est tout écrit en japonais, je sais pas. Mais c'est nouveauté, originalité, Ah, ah. c'est, Et voilà. beauté, Et hein, la deuxième, la ouais, beauté. la deuxième c'est un Languin et la troisième c'est un chrono Seiko, voilà.
Voilà. Et ça c'était le démarrage. Et puis c'est une montre qui plaît beaucoup au Japon. Euh, euh, il y a une chose j'explique ça comme ça, le japonais est fier de savoir qu'à un certain moment, tout au bout du monde, à 22 jours, il y a un gars qui va faire leur montre. Ça c'est important pour eux. Et cette personne, ils ont pu la rencontrer, pouvoir la toucher. Parce qu'ils sont anonymes, ils n'existent pas en tant que tels. Les Japonais, enfin, beaucoup les gens des villes spécialement, ils vivent d'une façon folle, à 120 à l'heure, ça court tout le temps, couvert de technologie moderne et tout. Et là, à travers une montre, tout d'un coup, ils existent. Alors justement, ce côté classique, vous mentionnez précisément le côté technologie et haute technologie moderne, Ouais. électronique, etc., Ouais. des Japonais. Est-ce que justement ce classicisme, cette mécanique pure, est un des éléments, je dirais, je qualifierais d'exotisme dans le goût des Japonais aujourd'hui? Oui, et ça, moi j'explique ça, j'appelle ça la dualité japonaise. D'un côté, ils ont toute cette technologie moderne, comme je dirais, et puis de l'autre côté, ils ont toute cette tradition, enfin, l'attachement aux choses traditionnelles. Hein, vous prenez toute la culture des tissus, les soieries, les kimonos, les poteries, les émaux. Hein, les cloisonnées japonais, il y a des choses fantastiques. Les sumo, cet attachement au sumo. Donc, les traditions sont très fortes. Tout ce qui est artisanal, je dirais. Mais pas au sens péjoratif, mais vraiment le gars qui fait vous avez les fabricants de couteaux, les sabres ici, et ils sont très respectueux de ça. Et il y a une autre chose aussi qui m'a certainement aidé, c'est mes cheveux gris. Ils sont blancs maintenant, mais c'était gris à l'époque. C'est-à-dire, c'est le respect. Les gens qui ont les cheveux gris méritent respect, parce qu'ils ont le savoir. Ce qui est l'inverse chez nous. Hein? Les gens qui ont les cheveux gris, ils manquent leur voix les talons. Hein? Voilà, c'est ça les différences. Hein? Est-ce qu'il y a aussi le phénomène, alors qui n'est pas spécifiquement japonais, le plaisir aussi pour un acheteur ou un collectionneur d'avoir la signature d'un nom de quelqu'un de réel et quelqu'un qui existe. Ouais? On ne peut pas demander à Monsieur Breguet de nous donner Non, sa montre exactement. voilà. Alors que si on rencontre un Michel Parmigiani ou Ouais, un Philippe ouais, ouais, Dufour, ouais. on est en présence de celui qui Tout signe à fait. son nom. Et ça- Est-ce que ça joue également en Europe oui, oui. En Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui tiennent à venir chercher leur montre ici. Mhm. Par exemple, c'est toujours un grand moment pour eux. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que dans la région, alors on revient un peu sur cette région et l'anecdote que vous citiez tout à l'heure de Bâle où vous deviez faire profil bas, vous n'étiez pas censé connaître. Mhm. Aujourd'hui, Philippe Dufour, vous êtes un nom internationalement reconnu dans l'horlogerie. Dans la région, est-ce que vous sentez quand vous baladez autour de vous ce respect, cette admiration? Est-ce que vous vous sentez considéré un peu comme... est-ce que les gens vous font sentir Non, qu'ils sont fiers de vous, j'allais dire? non, pas du tout. Non? Je pourrais pas vous dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent de moi. Je ne sais pas. Personne ne me le dit. Rien. C'est curieux. Non, mais ça c'est assez combien, vous savez. Ah oui. Et au niveau de votre famille, vos proches, votre épouse, est-ce que la vie a quand même passablement changé entre le moment où il fallait Ouais. tirer le diable par la queue et puis aujourd'hui avoir la possibilité quand même de voir ses mondes partis? Est-ce que ce changement, ce succès, c'est quelque chose qui est bien vécu par vos proches? Non, pas tellement bien avec. Non. C'était un peu il y a une grosse cassure, voilà. Comment est-ce qu'on explique ça? Je sais pas. Il y a. Comment vous expliquer? Je pense que tout le monde ne peut pas être la compagne ou le compagnon de quelqu'un qui devient célèbre. Excusez-moi, j'aime pas parler de ça de moi, mais Non, mais enfin, c'est un pour vous fait, citer, hein. voilà. Hein, on n'est pas préparé forcément à ça. Donc, inévitablement, il y a des questions qui se posent. Pourquoi lui, puis pas moi? Mhm. Hein, pourquoi c'est toi qu'on prend en photo, puis pas moi? Hein, c'est ces choses-là. Mais vous-même, est-ce que vous vous sentez changé depuis que vous êtes devenu célèbre? Non, mais j'ai pas changé. Non. Enfin, je pense pas. Mhm. Je pense pas. En tout cas, ça m'est pas monté à la tête. Non, non.
Ça me met même mal à l'aise suivant où. Euh, ça m'est arrivé qu'on me reconnaisse au plein milieu de Tokyo, puis on me dit c'est bien vous du four. Parce qu'il y a eu un film qui fait par la TV japonaise, là, un film assez long sur l'orgie suisse, et puis on me demande comment je vais ici, j'ai toujours le chien noir, puis la voiture blanche. Enfin, on n'est pas préparé à ça. Mais ça vous fait quoi? Plutôt plaisir Oui, ou... ça me fait plaisir, mais on ne sait pas comment réagir, quoi. Ouais. Alors, pour vos projets de ces prochains temps, de prochaines années, est-ce que vous avez toujours l'ambition de pouvoir produire un peu plus vu les demandes qui s'accumulent ou et donc, autrement dit, rechercher encore des collaborateurs ou plutôt vous en tenir en fait à vos propres mains? Alors non, si je peux trouver encore une, deux personnes, parce que je vous dis, il y a tellement de choses à faire encore que ça me facilite très bien la tâche. Parce que là, je suis obligé de faire presque 2 journées par jour, c'est-à-dire que je fais ma journée de production ici, puis le soir, je suis à la maison de mon bureau technique, si on veut bien, où je refais encore 3-4 heures en fonction de ma fatigue, mon état de fatigue. C'est une bonne période pour moi. Je retrouve, comment on dit, la pêche. J'ai la même pêche que j'ai quand j'ai démarré en 89 sur le projet de la première montre bracelet. Donc voilà, je suis à fond là-dedans. Alors, votre savoir-faire horloger, aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est facile d'imaginer de le donner, de le donner plus loin? Parce qu'il y a quand même il y a des secrets de fabrication chez vous? Non, je dirais il y a plus. Ça, c'est un petit peu ouais, c'est la réaction de certaines personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, concernant l'école, on pourrait pas se parrainer avec une école japonaise, comme si on avait des secrets. C'est ce que j'ai dit au directeur, j'ai dit des secrets, il y en a plus. Les seules choses intéressantes que tu as dans ton école, j'ai dit, et moderne, c'est les commandes numériques et ci et ça. Puis tout ça, si tu veux, c'est de la technologie japonaise, donc ils ont rien à te prendre, en gros. Donc, il y a eu effectivement, on parlait d'une époque, les secrets. Il y a eu des horlogers qui sont partis avec leurs secrets, ou plutôt dans des trucs spécifiques comme les fabricants de l'émail, les cadres émail. Là, je pense qu'il y a des gens qui sont partis avec leurs secrets. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai point de secret. Et puis, je me dis, si quelqu'un veut profiter de ce savoir, je monte volontiers, il n'y a pas de cachotterie. Et puis, je me dis, au moins, c'est pas perdu. C'est ça l'idée. Hein? Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas d'aller enseigner façon de polir des angles au Japon, ça m'est égal. Au moins, c'est pas bien. Les gens de la vallée, ils ne veulent pas savoir. Personne ne vient jamais. Alors, je donne à ceux qui le veulent. Bien, Philippe Dufour, merci de cet entretien. Ouais. Merci infiniment. C'est avec plaisir.